Dans ce second cours, nous allons voir la deuxième ligne de défense du système immunitaire. Pour rappel, le système immunitaire est organisé en 3 lignes de défense. La première, que nous avons vue la semaine dernière, représente une barrière qui empêche les micro-organismes de pénétrer à l'intérieur du corps. La seconde ligne de défense est celle que nous verrons aujourd'hui. C'est une défense qui se met en place dès l'entrée de micro-organismes à l'intérieur du corps. Elle a différentes caractéristiques que nous verrons plus tard. Ces 2 premières lignes de défense représentent l'immunité innée, aussi appelée immunité non spécifique. Elle est en place dès la naissance et s'adresse à tous les micro-organismes, à tous les pathogènes probables. Le but de cette immunité non spécifique ou innée est d'empêcher l'entrée et la propagation des micro-organismes pathogènes dans le corps. Son autre but est de soulager la 3e ligne de défense qui, elle, est l'immunité adaptative. Cette immunité adaptative n'est pas présente à la naissance. Elle s'adapte aux pathogènes et est donc spécifique. Cette spécificité implique une mise en place. La 3e ligne de défense prend donc plus de temps à se mettre en place, alors que les 2 premières se mettent en place de manière immédiate. La seconde ligne de défense est donc la ligne de défense qui se met en place dès l'entrée des micro-organismes dans le corps. Cette seconde ligne de défense est extrêmement rapide et implique un arsenal de cellules, de molécules chimiques et de réactions physiologiques. L'immunité innée, la 2e ligne de défense, se met en place en moins de 24 heures. Elle est donc extrêmement rapide. Elle nécessite toutefois la présence d'un agent infectieux, d'une lésion tissulaire comme une plaie ou de cellules cancéreuses. Dans cette première partie de cours, nous allons voir la réaction inflammatoire aiguë. La seconde partie de cours sera dédiée aux cellules sentinelles. La réaction inflammatoire aiguë est déclenchée par un stimulus. Ce stimulus peut être un choc physique comme une plaie, des irritations provoquées par les toxines libérées par des micro-organismes ou encore une infection, c'est-à-dire la propagation de micro-organismes pathogènes dans le corps. La première phase de cette réaction inflammatoire aiguë est l'alerte des cellules lésées. Prenons l'exemple d'une blessure, donc une rupture de la barrière mécanique qui, vous le rappelez, fait partie de la première ligne de défense. Cette rupture de la barrière mécanique constitue donc un point d'entrée directement à l'intérieur du corps. Les micro-organismes peuvent donc pénétrer dans la plaie et avoir accès aux tissus, mais aussi au système circulatoire, et ainsi se répandre à l'intérieur de tout le corps. Les cellules lésées par le choc vont libérer des médiateurs chimiques, des messagers. Ces médiateurs chimiques, la kinine et l'histamine, sont des molécules. Bien que présentes à l'extérieur des cellules, ce ne sont pas des hormones, mais des médiateurs chimiques. La libération de kinine et d'histamine par les cellules lésées va induire plusieurs choses. La première, qui est la 2e phase de la réaction inflammatoire aiguë,
est l'apparition des 4 signes caractéristiques de la réaction inflammatoire. Observons-les l'un après l'autre afin de comprendre leur cause et leur fonction. Lors d'une inflammation, on observe une augmentation de la température. Vous voyez ici une thermographie, une image qui permet de mesurer la température dans un membre normal et dans un membre avec une plaie infectée, ici à droite. On observe une augmentation de la température dans la zone d'infection. Si l'on prend le graphique ci-dessous, qui mesure l'écart de la température par rapport à la valeur avant une opération et après une opération implique une lésion des tissus. Par conséquent, la libération d'histamine et de quinine. Après 2 jours et demi, on atteint un pic de température avec un gain de température de plus de 4 degrés au niveau du site de l'opération, donc du site de la liaison. Comment expliquer cette augmentation de température et quel est le rôle de ce mécanisme? Nous verrons dans ce cours différentes expériences permettant de caractériser l'immunité innée. Une grande quantité de ces expériences utilise la fluorescence comme méthode pour suivre la localisation de certaines molécules ou cellules, mais aussi pour quantifier la concentration. Pour rappel, la fluorescence est la propriété de certaines molécules à émettre de la lumière. Il existe différentes molécules fluorescentes produisant chacun une lumière différente, de différentes longueurs d'onde, par conséquent de différentes couleurs. Il est possible de marquer des cellules par fluorescence, mais aussi des molécules, afin de mettre en évidence leur localisation dans les tissus ou sur les cellules. Revenons à l'augmentation de la température au niveau du site d'inflammation. Nous voyons ici une expérience. On mesure la fluorescence au niveau du muscle. Ce qui a été marqué ici, c'est la circulation sanguine par injection d'un colorant fluorescent. On injecte de l'histamine dans un muscle. Pour rappel, l'histamine est donc un médiateur chimique de l'inflammation. On utilise une souris contrôle dans laquelle on n'injecte pas d'histamine. La souris testée reçoit une injection d'histamine dans le tissu. Il n'y a donc pas à proprement parler de lésion des tissus. On injecte simplement le médiateur chimique. On observe dès l'injection d'histamine une augmentation de la fluorescence au niveau du muscle, et ceci assez rapidement. En 15 minutes, la fluorescence atteint un pic, ce qui indique une augmentation du flux sanguin. Histamine et quinine sont donc responsables d'une augmentation du flux sanguin au niveau du site d'inflammation. Regardons comment cela fonctionne. L'histamine et la quinine stimulent la vasodilatation des capillaires. Pour rappel, les capillaires sont des petits vaisseaux sanguins très fins qui irriguent l'ensemble des tissus. La dilatation des capillaires signifie que leur diamètre augmente. Au contraire, la constriction des capillaires signifie la diminution de leur diamètre. Le débit sanguin dépend du diamètre des capillaires. Plus celui-ci est élevé, plus le débit est élevé. L'augmentation du débit sanguin au niveau de la lésion implique 2 signes majeurs de l'inflammation aiguë, la rougeur due au sang et une augmentation de la chaleur.
Pour rappel, le sang se trouve à environ 37 degrés alors que nos tissus extérieurs sont à une température plus basse. L'augmentation de la chaleur permet une augmentation de la vitesse de métabolisme, ce qui favorise la réparation de la plaie. Cette augmentation de débit sanguin apporte aussi plus d'O2 et de nutriments. Ces deux éléments sont essentiels au fonctionnement cellulaire. C'est donc un boost pour les cellules présentes au niveau de la lésion. Ces deux facteurs vont donc accélérer la réparation de la liaison. Il existe deux autres signes externes d'inflammation. Ces deux autres signes externes sont la tuméfaction, la présence d'un œdème, un gonflement au niveau du site de l'inflammation et la douleur. Ces deux signes extérieurs de l'inflammation sont dus à une augmentation de la perméabilité des capillaires. Les capillaires laissent donc s'échapper dans les tissus une plus grande quantité de plasma, la partie liquide du sang. Ce plasma est rempli de protéines, notamment des protéines de coagulation, qui vont pouvoir former des plaques de fibrine, ceci permettant la réparation de la lésion. L'œdème, l'accumulation de liquide dans l'espace interstitiel, qui signifie entre les cellules, va activer les récepteurs de la douleur. La douleur est aussi essentielle car elle informe l'organisme d'un problème. Celui-ci va donc par la suite agir en conséquence. Ces deux autres facteurs participent donc à une favorisation de la réparation de la lésion. L'histamine et la quinine ont encore un autre rôle, celui de recruter des cellules sentinelles.